bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Sylvie Bilot. Sylvie, bonjour. Bonjour Shlomi. Alors Sylvie, tu es la coach positive sur Internet. Oui. Et coach en psychologie positive, également sophrologue. Et tu as également beaucoup d'outils dans ta mallette. On va en parler en détail aujourd'hui. Donc, tu accompagnes beaucoup de gens, beaucoup de femmes notamment, sur ce qui s'appelle la compréhension à soi, apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux communiquer avec soi-même pour un changement complet d'être et de ce que l'on est. Alors, je vais t'inviter à te présenter auprès de nos auditeurs et on va entamer cette émission justement sur ce changement que l'on peut faire à partir du moment où l'on se connaît. Parce que quand on ne se connaît pas, on ne sait pas quoi changer, je pense en tout cas, à mon avis. Je te laisse te présenter. D'accord, merci Shlomi. Voilà, donc moi je suis Sylvie Bulot. Vous me trouvez effectivement sur Internet sous le nom de la coach positive. La coach positive qui est née il y a 8 ans, suite à une révélation de prise de conscience que c'est nous et nous seuls qui avons le pouvoir sur nous, sur notre cerveau, nos choix, et qu'il faut effectivement se parler déjà, communiquer avec soi de manière positive pour pouvoir après, quand on se sent bien aligné avec soi, bien offrir ça aux autres, tout simplement. En fait, quand tu dis ça, c'est ton parcours de vie que tu décris ici. Oui. Peut-être que tu peux nous en parler, d'où tu viens pour arriver à ça. Comment est-ce que tu arrives à pouvoir changer et aider et faire évoluer les gens par une évolution que toi-même tu as pris en charge. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passait la Sylvie d'avant, la Sylvie d'aujourd'hui et puis la Sylvie d'après? Eh oui, la Sylvie d'avant, c'est une ex-boulimique, borderline colérique, très très colérique, qui était capable de se rouler par terre et les pompiers, une fois, voulaient m'emmener en hôpital psychiatrique. Elle revient très loin. Et donc, elle s'en est sortie et effectivement, c'est ça qui lui permet, entre autres, d'accompagner et notamment de comprendre les femmes et de pouvoir être avec ce regard sans jugement bienveillant. Parce qu'effectivement, je suis passée par là. Donc, 14 ans de ma vie à me chercher. Et puis, j'ai fait un switch complet à 38 ans. J'ai tout plaqué. J'ai vraiment tout plaqué. La question qu'on se pose toujours dans le changement, c'est qu'est-ce que tu es prêt à perdre? J'ai perdu le confort, j'ai perdu la maison, j'ai perdu le mariage, j'ai perdu l'argent. Je gagnais très bien ma vie. Et j'ai vraiment tout repris à zéro comme quelqu'un qui rentrerait dans le monde tout au début de sa vie, quoi, un jeune adolescent en tout cas. Et voilà, j'ai repris mes études et j'ai décidé à partir de là de faire vraiment ce que moi je voulais faire et pas ce que la famille et la société attendaient de moi. Et donc voilà, est née la coach positive. Donc j'ai d'abord fait des études en sophrologie. Et puis après, donc j'ai décidé tous les ans, je m'offre une nouvelle formation pour avoir des nouveaux outils, PNL, analyse transactionnelle, communication non violente, et j'en passe. Voilà, c'est extraordinaire parce que c'est un gros travail sur toi. C'est un gros travail sur toi. Pas tout le monde est capable de le faire parce qu'on a beaucoup de pression sociale, pression familiale, comme tu l'as dit. Et on n'ose pas franchir le cap, franchir la porte. Ce n'est pas donné à tout le monde de tout plaquer. Mais est-ce que ce serait la seule solution? Non, pas du tout. C'est juste ton parcours à toi, mais qui t'aide, toi, à pouvoir aider et accompagner les gens qui viennent te voir parce que eux sont bloqués dans leur situation. C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, ils sont arrivés bien souvent à un moment de leur vie, de toute manière, que les gens viennent me voir pour un problème de stress, un problème de trouble du comportement alimentaire, un problème de burn-out. Voilà, je les rebalance toujours sur le même schéma. C'est toujours le même chemin. C'est qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai accepté pendant toutes ces années? Ces petites
drivers que l'on vient nous mettre sur les épaules dès la naissance. Alors, c'est quoi des drivers? Alors, les drivers, il en existe 5. Ce sont ces petites phrases que l'on vient alimenter et que l'on a entendu. Alors, par exemple, quelqu'un qui serait un soi fort, alors ça touche beaucoup plus l'homme, le soi fort, c'est quelqu'un qui aura souvent entendu, bien, un petit garçon, ça ne pleure pas. Voilà, et qui va retenir ses émotions, et c'est quelqu'un qui va pas savoir exprimer. On n'en voit pas trop chez les femmes. 68% de la population, notamment féminine, souffre du driver fait plaisir. Oui. Donc vraiment, ce sont des gens qui s'oublient, qui veulent toujours faire plaisir à tout le monde. Mais et quand ils viennent me voir, je leur dis, mais et vous? Exactement. Et vous dans tout ça? Ils s'oublient. Voilà. Ils s'oublient en fait, ils s'effacent pour les autres. Ils s'excusent même à chaque fois que il y a. Et pourtant, je connais une personne qui n'a pas été éduquée comme cela, et pourtant elle est comme ça. C'est intéressant aussi. Il y a c'est-à-dire, c'est un driver qu'elle s'est auto-alimentée, de toujours vouloir faire plaisir à l'autre. Alors que ce n'est pas nécessaire de vivre comme ça pour plaire. C'est-à-dire plaire pour être aimé. Pour être aimé, pour être aimable, tout à fait. Oui. Ouais. Et donc elle croit que si elle va faire ça, elle va être plus aimée. Mais il y a des gens qui ont cette qualité, je dirais, qui est assez bonne en eux et qui n'est pas un inconvénient. Parce que le driver, il peut être pris des deux côtés. Le message contraignant en question, c'est un couteau à double tranchant. Tout à fait. Il a son côté positif aussi, comme ce côté négatif. Tout à fait. Comme pour tout d'ailleurs. Oui, tout à fait, le yin et le yang, de toute manière. Tout dépend où est-ce qu'on place le curseur. Et toute chose est bonne avec modération. Et donc ce message contraignant, oui, il faut être fort dans la vie, mais quand on veut être trop fort, eh bien, ça impacte négativement la personne. Tu as ça aussi souvent dans quel autre message contraignant on a? Alors, il y a le fait des efforts. Moi, j'en suis une. Ce sont des gens qui, on va dire, qui bourrinent tout le temps. Là, il faut toujours qu'ils aient du travail à faire parce que sinon, voilà, ils ont l'impression qu'ils font rien de leur journée. C'est ça. Et pour eux, en fait, les choses ne doivent pas être simples. Voilà, faut toujours qu'on complique les choses. Alors, on s'observe, on apprend à vivre avec, on apprend à être bienveillant avec soi par rapport à ça et à mettre en place déjà de l'observation, de l'acceptation et puis des petites techniques au quotidien parce que je pense que c'est réellement un chemin de vie. Ces drivers, il en reste toujours des miettes. C'est ça. Je pense pas, alors j'ai pas toutes les réponses, je pense pas qu'on puisse s'en débarrasser complètement, on est quand même très complexe, mais déjà de les connaître, eh bien c'est un grand pas pour pouvoir travailler dessus et s'améliorer un peu plus chaque jour et chaque jour, finalement, être la meilleure version de soi-même. C'est ça. Pour arriver, en fait, comme tu l'expliques aussi à travers ce que tu fais, c'est arriver à un bonheur. C'est ça. Arriver à un bonheur, arriver à une joie de vivre en ne se mettant pas tous ces blocages qui font qu'on n'arrive plus à vivre dans ça. On n'est plus soi-même, en fait. On répond au désirata des autres. Tout à fait. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, la communication à soi, c'est le sujet de l'émission. Comment est-ce qu'on commence pour cette communication à soi? Déjà, il faut prendre conscience qu'on n'est pas bien. Et pousser la porte de quelqu'un qui sera susceptible de nous aider. Il y a tout un tas de manières de se faire aider aujourd'hui. Toi, tu aides aussi de ton côté les personnes. Oui, bien sûr. Bon, on fait le même travail, plus ou moins, avec peut-être des approches un peu différentes, mais ça revient il y a du coaching, il y a de l'hypnose, il y a de la DPNL, il y a tous ces outils-là qui sont là, mais chacun avec son approche et sa personnalité. Tout à fait. Voilà, de femmes, d'hommes et d'expérience de vie. Parce que tu vas apporter ton expérience de vie, moi la mienne. Oui, c'est vrai. Et donc, toi, ton approche, comment est-ce que tu commences avec je dirais une cliente, parce que tu as plus de femmes que d'hommes, je pense. Oui. J'ai plus de femmes que d'hommes. Déjà, on vient déterminer le pourquoi elle est là, et de lui faire prendre conscience que le changement est possible et qu'il faut venir d'abord chercher, mais
dans cette histoire, pourquoi j'ai pas encore changé finalement? Qu'est-ce qui a fait? Quels sont les bénéfices cachés finalement? Les bénéfices secondaires selon Freud ou les bénéfices cachés? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Et on vient analyser au travers de ça. Ben voilà, je repère que ça, je veux pas le perdre. Ok, quelle va pouvoir être la situation qui me correspond, mais où je peux quand même garder ça? C'est ça. Donc, mais ça peut être difficile après de faire des choix. Oui, alors on vient travailler, oui, tout à fait. Pour faire des choix, on vient travailler sur les valeurs. C'est essentiel, c'est vraiment un pilier. Et ça, c'est un gros travail, les valeurs. C'est plusieurs séances parfois. Oui. Puisqu'on a besoin de savoir ce qu'on aime vraiment au fond de soi, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et là, on vient vraiment chercher dans l'émotion. Pas juste des valeurs morales, il faut être gentil, il faut être... Voilà. Non, vraiment, voilà, ça me fait vibrer. J'ai besoin de ça pour être bien, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, les valeurs, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou un fait sur quelqu'un qui a réussi à faire un changement de vie vraiment total par rapport à ses valeurs? Oui, quelqu'un que je suis en train d'accompagner là depuis 6-7 mois à travers d'un groupe elle vient de plaquer son boulot parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout alignée avec ses valeurs. Elle était comptable, alors pas qu'elle aime pas la comptabilité, mais il manquait vraiment des choses. Elle comprenait pas pourquoi elle était si mal dans sa vie alors qu'elle a un mari, des enfants, un travail. Finalement, tout a l'air d'aller bien. Mais pourquoi je me lève avec les pieds lourds? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et en fait, on a observé qu'il lui manquait du contact à l'autre, vraiment une connexion à l'autre dont elle a vraiment besoin, en fait. Et donc voilà, elle a plaqué son employeur là il y a une quinzaine de jours et elle se lance comme coach et en plus elle a quelque chose dans les mains, elle a du magnétisme et voilà, c'est génial, une nouvelle vie pour elle. C'est ça, donc elle va en fait se reconnecter à elle-même. Voilà, c'est ça. Reprendre le lien et non pas suivre ce que son père lui aurait dit de faire ou ses professeurs ou quelqu'un d'autre alors qu'elle n'aime pas vraiment faire ça. Apprendre la compréhension de soi. Donc beaucoup de psychologie aussi que tu fais. Comment est-ce que le changement arrive finalement chez les gens? Comment est-ce que tu leur fais prendre conscience de ce changement-là? Ça va très vite. Je veux dire, une fois qu'on a mis le doigt sur oui, c'est vrai, tiens, finalement mes drivers c'est ça, je veux pas changer parce que j'ai peur de faire ça. OK. Et après on les met vraiment en mode action et en mode réflexion sur les piliers des valeurs. On vient aussi sur tout ce qui est le don de la personne, ce qu'elle sait faire de manière naturelle parce que c'est là qu'elle excelle. Et puis un pas à la fois. Alors on travaille aussi avec des visualisations. Je fais beaucoup aussi de visualisation, de méditation, et puis un peu à la fois ça se dessine en fait. C'est ça. Et donc par exemple typiquement typiquement une personne vient te voir. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que tu proposes comme programme, comme devoir ou exercice à faire à la maison aussi? Parce qu'en coaching, il y a une continuité dans le travail à faire. C'est pas que en cabinet ou en séance. Tout à fait. Tout à fait. Donc j'ai mis en place sur c'est un site d'e-learning. Donc ils ont des accès, ils ont du travail à faire chez eux, ils ont des lettres à écrire à eux-mêmes, des pardons à faire aussi parfois aux autres. Enfin tout un tas d'exercices. On se revoit au cabinet, on rebrief, on voit là où on peut les aider, où je peux les aider. Je suis aussi assez présente via Messenger s'ils ont vraiment des questions. Ou vraiment un truc qui pourrait les paniquer, je réponds aussi via Messenger. C'est déjà arrivé une fois j'étais avec une dame qui était dans son bain pendant 1 heure, de 23h à minuit. Voilà, et c'était excellent, quoi. Et il en est sorti un truc absolument formidable, quoi. C'était vraiment top. C'est ça, tout à fait. C'est que, en fait, le coaching, comme on le pratique, c'est un accompagnement qui n'est pas seulement fait en séance, mais qui peut être là dans la semaine sans qu'il soit trop envahissant non plus, parce que sinon, nous-mêmes, on n'a pas de vie privée. Mais c'est vrai que ça te permet donc de faire évoluer le client qui vient te voir pour que tu l'accompagnes tout le temps.
Oui, tout c'est le temps. ça, c'est ça, oui. Et donc il y a aussi une résilience par rapport à ce que comment est-ce qu'ils arrivent à rebondir sur leurs pieds par rapport à leur vie d'avant aussi. Tu leur fais faire le même travail qu'avec toi. Oui, alors il y a tellement de cas de figure, je dirais déjà dans ma vie. C'est pour ça que je suis très large parce que donc j'ai souffert de boulimie, donc j'étais borderline colérique, j'ai souffert de fibromyalgie, j'ai eu un burn-out et après j'ai eu la fibromyalgie, j'ai eu une grave maladie il y a 10 ans qui a abîmé 5 de mes organes internes et je dis mais on peut toujours rebondir, mais il faut savoir aussi accepter ce moment d'introspection et surtout ce moment de pause et de s'autoriser ça parce que voilà, si je tombe sur un soi fort, j'avoue que le travail est un petit peu plus difficile. C'est ça. En fait, c'est tu as dit le mot s'autoriser. Ouais. Moi, j'utilise le mot s'inviter. Oui. S'inviter à s'ouvrir au changement. S'inviter à s'ouvrir au changement, parce que même quand les gens viennent, ils passent la porte, ils sont pas encore prêts. Ils sont pas encore prêts et des fois c'est pour se donner bonne conscience pour dire j'ai essayé mais ça ne dure bien que ça ne marche pas. Et donc il faut s'inviter, c'est l'invitation du temps, de l'événement, de ce qu'ils vivent qui fait qu'ils savent qu'ils doivent le faire mais ils n'arrivent pas à le faire tout seuls et à prendre ce stop, cette pause dans leur vie. Exactement. C'est toujours ce que je leur dis d'abord dans mon programme. Il y a un grand panneau stop dès le début. Stop. Et notamment stop aux pensées qui ruminent et ce temps psychologique qui nous ramène ou dans le passé ou dans le futur. Mais non, ça se passe là maintenant dans ton présent, quoi. Peut-être qu'on peut faire un développement sur ça, le moment présent, ce que le confinement a réussi à nous faire sentir, comment vivre le moment présent avec nous-mêmes, avec notre famille, avec ceux qui nous entourent, et même lorsqu'on était seul. Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a une grosse prise de conscience pendant ce confinement. Beaucoup de femmes qui sont venues à nous, et pas que moi, en se disant c'est peut-être le moment ou jamais de regarder la vie autrement et de me poser dans ma réflexion, de me poser parce que d'habitude j'ai pas le temps, je fais 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, il y a 6 à faire et elles se sont rendues compte que finalement on pouvait aussi vivre comme ça très facilement. Ce moment présent qui est tellement précieux et dans nos peurs en fait. On est toujours dans un temps psychologique où dans ce temps du passé où on va venir se dire mon Dieu, tu te rends compte, tu as fait ça dans ta vie mais tu ne vaux rien. Ou alors, ce moment du futur où on se dit, mais tu n'y arriveras jamais, mais qui es-tu pour pouvoir y arriver? Et on a vraiment ce soliloque là. C'est ça. Et d'arriver à l'arrêter et à se dire, attends, ce qui est important, c'est là, ce que je vis maintenant avec ceux que j'aime. Et qu'est-ce que je peux faire pour ralentir et vivre plus cet instant présent, en fait? C'est ça, parce qu'en fait, les gens se concentrent beaucoup, comme tu l'as dit, sur le passé, qui est en réalité du temps perdu puisqu'il est passé. Il ne sert à rien, c'est du temps perdu. Et puis, ils se concentrent beaucoup sur un avenir qu'ils ne connaissent pas, qui est aussi du temps perdu. En fait, ils perdent beaucoup de temps mentalement à penser à leur passé ou à penser à leur futur et ils ne vivent jamais l'instant présent. Et quand on ne vit pas l'instant présent, on est déconnecté de soi. On est avec ce qu'on était avant et on est avec ce qu'on pourra peut-être ou pas être dans le futur, mais on n'est pas en connexion avec soi-même. On n'est plus aligné, je dirais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a un exercice que l'on fait faire en coaching, c'est c'est le jour de ton enterrement, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Et là, les gens me disent, waouh, ouais, t'as raison, je suis jamais dans mon présent, je suis jamais vraiment ce que j'ai envie de faire. Je suis toujours en train de mouliner, je suis toujours partie, je ne sais où, ou dans la dépression avec le passé, ou dans les angoisses avec le futur, en fait. Et là, ils se prennent une claque bien souvent. Et alors, ils disent quoi le jour de leur enterrement?
Eh ben, déjà c'est très dur parce que il y a déjà ces drivers dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le regard de l'autre, il y a les blessures. Qui sont au nombre de 5, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice, qui font effectivement qu'on ne vit pas sa vie parce qu'on a peur d'eux. Et là, en général, on est plus dans une peur dans le futur ou dans une angoisse de se dire, mon Dieu, si je fais ça, l'autre va me rejeter, l'autre ne va pas m'aimer, voilà. Mais en fait, non, c'est faux, quoi. Ce sont des films que l'on se fait dans la tête complètement. C'est ça, donc il y a en fait tu appelles ça des interprétations de mentalistes. Oui, c'est ça. Moi, je leur dis, mais vous êtes mentaliste? Et les gens me disent, mais non. Mais si, parce qu'en fait, ils ne sont que dans l'interprétation de ce que l'autre va penser et ils pensent à leur place. Ils pensent à leur place et j'ai même rencontré des gens qui agissent à la place de l'autre. Donc, ils vont jusque-là et à s'inventer un film d'une histoire qui n'est jamais arrivée. Mais c'est terrible, ça donne des situations parfois absolument terribles et les gens n'arrivent plus à communiquer. Oui, c'est comme, je ne sais plus si c'est une blague ou une histoire vraie, le gars qui veut aller demander un paquet de farine à son voisin, et puis qui se dit, oui, mais peut-être qu'il va refuser, et peut-être qu'il va dire ça, et peut-être qu'il va dire ci, et puis il va prendre des excuses, il va vouloir rendre service. Puis finalement, il est énervé, il est fâché, il toque à la porte, le gars ouvre, oui, bonsoir, et puis le type dit, votre paquet de farine, vous pouvez vous le garder. C'est tout à fait ça. Et voilà, et donc il s'est inventé une histoire qui n'existait pas, et ça c'est vraiment dommage parce que là c'était sur le ton blague, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vie des gens, c'est que ils s'imaginent des choses qui ne sont jamais arrivées. Tout à fait. Tout à fait, il sombre, en tout cas, si on en revient un peu à mon histoire, j'étais capable de sombrer pendant plus de 6 mois sans même me rendre compte que je sombrais, en fait. C'est ça, comment ça se fait qu'on ne se rend pas compte ? On est dedans et on ne sait pas. À l'époque, je remonte ça il y a 20-25 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis le médecin, qu'est-ce qu'il vous dit le jour où vous vous retrouvez assis sur les toilettes, impossible de vous relever en pleurs. Il vous dit, c'est un petit air de dépression, c'est rien. Oui, prenez un Xanax et ça ira mieux. C'est vrai que c'est dommage qu'on rentre tout de suite dans... Même aujourd'hui, les médecins préconisent de prendre un antidépresseur. Parce qu'il y a un coup de mou, parce qu'il y a un petit coup de blues, et on va, au lieu d'aller voir un thérapeute du mental, en fait. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très dommage, et c'est un message que je me permets de lancer aux médecins, c'est quand vous avez des gens qui sont mal dans leur peau, au lieu de donner un médicament, de la chimie, demandez-leur d'aller voir un coach ou un hypnothérapeute ou un sophrologue ou autre qui va faire changer l'état d'esprit, l'humeur, et leur permettre de générer leurs propres hormones. C'est ça. Au lieu que ce soit par la chimie des choses, quoi. On est bien d'accord, de faire monter l'ocytocine plutôt que le cortisol. On est bien d'accord. On a des outils pour ça, que ce soit la respiration, que ce soit la méditation. Oui. D'ailleurs, je pense que tu utilises beaucoup la méditation, la visualisation. Ça change tout dans la tête. Complètement. Comment ça se passe alors, la visualisation et la méditation pour toi ? Alors, la méditation, c'est vraiment apprendre à calmer le flot de ses pensées en sachant qu'on a entre 40 000 et 60 000 pensées par jour. Donc, déjà d'accepter qu'on a ces pensées. Les gens me disent, mais je n'y arrive pas. Mais une minute, je leur dis toujours, eh bien, tu as appris à conduire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te demande encore ? Non, je rentre dans ma voiture et j'y vais. Et c'est la même chose. Il faut le temps de l'apprentissage, 3, 6, 9 mois, pour vraiment ancrer, engrammer dans le cerveau une nouvelle habitude. Donc, apprendre à regarder son présent, apprendre à se dire, tiens, je viens de suivre cette pensée. C'est pas grave, je reviens à mon présent, je reviens à ma respiration autant de fois, que c'est nécessaire. On apprend à ralentir un peu à la fois. Donc ça, c'est pour la méditation. Et pour la visualisation, on vient travailler le comme si. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et l'imaginaire quand vous dites le
comme si. Et donc, on vient, par exemple, préparer des grands sportifs, comme ça, avec la visualisation. Et il refait les gestes dans son mental. Et du fait, le jour où il doit faire sa performance, les gestes viennent. C'est de la visualisation. C'est, encore une fois, un entraînement mental. Oui, c'est vrai. J'avais lu l'histoire d'un prisonnier américain pendant la guerre du Vietnam et qui était enfermé dans un trou dans le sol, et qui était enfermé je ne sais pas combien de temps, si c'était 6 mois ou 1 an. Et la manière dont il a eu mentale de s'en sortir, c'était de s'imaginer qu'il jouait au golf. Il s'imaginait qu'il jouait au golf tous les jours, il faisait des parcours de golf, il tapait dans le club de golf. Et lorsqu'il est sorti, il est devenu champion de golf. Ouais. Il était devenu champion de golf tellement il avait imaginé faire ses parcours. Et ainsi, mais c'est ça, en fait, c'est que dans le mental et dans l'imagination, on peut imaginer le mieux. Malheureusement, les gens imaginent le pire. Et c'est très, très dommage. Parce qu'ils attirent à eux aussi ce pire, ils le font circuler en eux, au lieu de partir sur le bon et le positif qu'ils pourraient utiliser. Mais c'est pour ça qu'ils sont accompagnés. Et voilà. Heureusement. Tout à fait. Qu'il y a des gens comme toi pour les accompagner et pour permettre de se retrouver et de mieux communiquer avec soi. Et donc d'avoir cette communication, ce moment présent, cet alignement. La méditation que tu pratiques, tu peux nous donner un exemple? Qu'est-ce que tu demandes aux gens de méditer, de faire? Comment ça se passe? Parce que aller méditer, mais moi je ne sais pas faire ça. Oui. Alors je leur donne vraiment. Alors déjà quand ils viennent au cabinet, j'enregistre les séances. Ils repartent avec les séances, que ce soit visualisation, méditation, j'enregistre, ils repartent avec. En général, ils ne le font pas chez eux, mais bon, ils me disent qu'ils n'y arrivent pas, mais bon. Et dans ce cas-là, je préfère que quelqu'un prenne ce temps de faire 3, 4, 5 inspirations, c'est une petite minute, toutes les heures, en conscience, plutôt que de faire limite une demi-heure de méditation et d'avoir l'impression de perdre du temps parce qu'on n'a pas l'habitude. Et donc j'explique qu'au Tibet, ce qu'il y a dans notre cerveau là qui raconte son histoire, ça s'appelle le singe qui rit. Et que lorsque vous êtes concentré, vraiment concentré sur cette air qui rentre à la base des narines et qui ressort juste sur une seule respiration, bien, vous êtes déjà en train de méditer. Donc, j'ai toujours arrêté de faire tout un pataquès. Finalement, de la méditation, ça peut être très simple. Tout à fait, c'est très simple. Moi, je leur préconise 5 minutes. 5 minutes. Si après, ils veulent plus, 10 minutes. De se focusser sur une seule chose. Voilà. Une seule image ou situation, ou un beau proverbe. Mais concentrez-vous sur une seule chose. Quand vous avez des pensées qui arrivent à vous, vous leur demandez de sortir gentiment. Et ainsi, ça va les amener à apprendre à se concentrer et non pas se disperser sur beaucoup de choses. Mais une fois qu'ils sont concentrés, ils savent faire la même chose dans la vie de tous les jours, qui permet justement d'éviter ce burn-out où on doit tout faire à la fois et on ne sait plus gérer les différents événements ou actions que l'on doit pratiquer. Tout à fait. C'est être dans, moi j'aime bien appeler ça le mental factuel, parce que les gens me disent je peux plus penser. Si. Mais il y a une différence entre tiens, j'ai un devoir de maths, un étudiant par exemple qui viendrait me voir. J'ai un devoir de maths à faire. Je vais premier jour je vais faire ça, deuxième jour je vais faire ça, troisième jour ça. Et quelqu'un qui vient, oh là là, j'ai un devoir de maths à faire, ça me fait peur, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, là on repart dans ce mental d'angoisse du futur. Non, donc revenir vraiment à son mental factuel du présent, et on peut très bien respirer aussi avant de faire un exercice de maths, bien sûr. Ah oui, bien sûr, respirer tout le temps. Alors j'aime bien ton idée de faire de la respiration toutes les heures. Toi, c'est ce que tu demandes? Ouais, j'ai une appli, moi. Laquelle? C'est une appli Respirer sur Apple Watch. Alors, je ne sais pas si c'est... Et c'est de la cohérence cardiaque, en fait. Oui, c'est ça, la cohérence cardiaque. Et c'est 7 respirations.
Cette respiration, qu'est-ce que c'est que cette respiration toutes les heures? Finalement, c'est rien, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'utilise Respirelax, que je préconise tout le temps. Ouais. Mais donc, les 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, 5 minutes le soir, c'est vrai que c'est des fois un peu contraignant. Mais quand on dit, arrêtez-vous toutes les heures pour 5 ou 6 respirations, pour 1 minute, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est pas mal aussi. Mais je vais prendre, le tip, comme on dit en anglais. Yes. Oui, pourquoi pas. C'est un bon outil de le faire de cette manière-là. Qu'est-ce que tu donnes également à faire comme devoir à la maison? Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de questions en fonction de là où on est, bien sûr, dans le travail. Et puis des fois, ils me disent, oh là là, tes questions, elles sont pas faciles. Eh ben oui, bien sûr, parce que tout l'enjeu, c'est de réapprendre à penser, de se reconnecter à soi et de réapprendre à penser différemment. J'aime bien dire sortir du cadre, en fait. De regarder peut-être un peu sa vie par au-dessus et de se dire, ah ouais, là, quand même, peut-être je pourrais faire autrement. Et de faire des nouvelles connexions neuronales. On est vraiment aussi dans quelque chose de scientifique. Ça a été prouvé qu'on pouvait changer nos vieux schémas, nos vieux patterns, comme ils disent au Québec, les patterns, et en mettre des nouveaux. Mais encore une fois, ça demande de la patience. Et c'est là qu'il faut qu'on les accompagne, les gens, et qu'on leur explique, parce que des fois ils me disent, ah bah ça y est, voilà, c'est bon. Oui, mais non, il faut que tu le fasses tous les jours. Je sais pas pour toi, en tout cas moi je travaille aussi avec des EDR, des états de ressources, avec des gestes auxquels on vient associer des sensations, des émotions, des couleurs, enfin bref, tout un tas de choses. Oui, les ancrages, en PNL ou en hypnose. Il y a tout un tas de techniques et on va adapter à chacun finalement, parce qu'il y a des choses qui vont aller à l'un mais qui vont pas forcément aller à l'autre. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Les ancrages. Bon, je l'utilise en hypnose aussi beaucoup, où je divise la séance en plusieurs parties, et puis le dessert sera l'hypnose, on va dire comme ça, pour leur permettre d'ancrer tout ce dont on a parlé, et travailler dans le conscient et dans l'inconscient à la fois. Mais on arrive à le faire en coaching aussi, puisqu'on fait aussi des mini-hypnoses en coaching ou en sophro. C'est ça. Bien sûr. C'est juste un autre mot qu'on utilise, et les gens... ça marche très, très, très bien par rapport à l'expérience que l'on a. Bien sûr. De ce que tu fais. Donc, la communication, il y a aussi sortir de la peur que l'on a, pour arriver à l'amour de soi. C'est aussi quelque chose que tu fais. Oui, c'est quelque chose déjà que j'ai fait pour moi. J'étais quelqu'un qui avait extrêmement peur. Donc là, j'ai dû passer par Paris pour venir. Et il y a 20-25 ans, quand j'avais commencé ma première thérapie pour la boulimie sur Paris, mais j'étais terrorisée. J'avais l'impression que j'allais me faire agresser par tout le monde dans le métro. Je tenais mon sac. Enfin, c'était... Et puis voilà, j'étais ce fameux mentaliste qui pense que l'autre va où c'est, ou que sais-je. C'était affolant. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'autre, déjà d'une, il a aussi peur que moi. Il a aussi peur que moi. Et surtout de voir qu'en lui, il y a aussi un diamant. Et donc, c'est vraiment changer la vision. Bien sûr. Changer de paradigme. Regarder les choses autrement. Et puis, voilà, maintenant, c'est tout cool. Il y a nos soussailles, on y va. Et je suis très détendue, en fait. Donc, comment faire pour dissocier la personne de ces idées-là ? Alors déjà, quand la personne vient au cabinet, on commence toujours par une méditation, une relaxation. On se recentre sur soi parce que toute l'astuce, c'est de venir reconnecter le conscient, l'inconscient, le cortex, le limbique, le reptilien, tout remettre en un, que tout soit uni et qu'il n'y en ait pas un qui dise vert et l'autre qui dise jaune. Notamment. Et donc, je veux vraiment que les personnes viennent rechercher au fond d'elles. J'irais presque l'instinct, parce que c'est là qu'elles ont les réponses. C'est ça. Et donc, on vient observer, et après, c'est tout l'enjeu du coach, c'est de venir poser des questions, c'est de venir repérer la personne qui dit par exemple toujours, ou qui dit jamais, jamais, jamais. Et je lui dis, mais vous êtes sûr ?
Jamais? Est-ce qu'il n'y a pas une fois dans votre vie où la personne, je ne sais pas, qui pourrait me dire, j'ai pas un exemple qui me vient, et je rebondis, et puis j'ai dit, mais autour de vous, êtes-vous sûr vraiment? Est-ce qu'il y a personne qui arrive à faire ça? Et alors là, la personne a réfléchi, mais elle dit, ben si. Et là, on arrive aussi en psychologie positive, et puis on vient chercher, mais comment elle fait finalement, cette personne-là? Et on réassocie d'autres choses. Cette personne-là, elle va dans le métro, elle n'a pas peur. Comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle pense? Donc il y a vraiment des schémas, il y a des études qui ont été faites là-dessus, Tal Ben-Shahar, donc en psychologie positive, notamment Martin Seligman, et qui, au lieu de reprendre on va dire, Freud était très bien, mais bon, il y a eu des choses plus modernes, de s'appuyer sur le négatif et le passé, on vient construire au présent des nouvelles associations positive. Et on vient observer ceux qui ont réussi à faire ce que nous, on aimerait faire et déterminer les schémas de cette personne au travers des questions. C'est ça. Donc, il y a cette association positive, mais pour ça, il faut faire, comme tu l'as expliqué, et peut-être on va mettre un mot dessus, une dissociation mentale. Sortir de son mental. C'est ça. Parce que c'est le mental que en neurosciences, on appelle, c'est une machine à fabriquer des pensées un peu indépendantes de nous. Parce que les pensées arrivent, je me dis bien, comment ça se fait que j'ai pensé ça? C'est pas moi qui ai voulu penser ça. Tout à fait. Et le mental arrive avec ses pensées, et comment on va dissocier ce mental qui nous pollue avec des pensées polluantes, au lieu d'avoir des bonnes pensées. Et donc, toi, tu commences directement la séance par cette méditation. Voilà, on pose une intention. Tiens, aujourd'hui, après, ça dépend de chaque personne aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a posé problème sur ce que vous avez vu, etc. Et puis après, on vient vraiment revenir dans son présent. Et puis, on vient surtout, encore une fois, s'autoriser, s'inviter à ce temps, à cet espace entre la pensée et nous. On vient, c'est la MBSR, c'est-à-dire la méditation de pleine conscience. On vient comme si on sortait de soi, se regarder à la troisième personne, donc c'est de la métacognition, on est en train de se regarder penser, puis on se dit, attends, mais là, je suis en train de penser ça. Ok, mais ça, j'en veux pas, qu'est-ce que je fais? Je l'observe dans un premier temps, et après je dis, mais j'en veux pas, et c'est là qu'on va venir mettre un temps, qu'on va venir peut-être mettre un ancrage. Moi, en sophro, on a aussi des ancrages, oui, sûr, voilà, en Reiki aussi, il y a des voilà. Et on vient réassocier autre chose. Tout à fait. Et donc, la personne peut sortir de ce mental. Elle sort de ce mental à condition... alors, elle le sort déjà en cabinet, elle prend conscience de certaines choses. Il y a des fois, on voit dans les yeux qu'il y a eu vraiment un changement de paradigme, mais après, il faut aussi l'entretenir quand même. C'est ça. C'est important. Tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'elle fasse cet exercice-là quand elle est chez elle plusieurs fois, en fait. Il faut qu'elle fasse plusieurs fois cet exercice pour sortir de là. Tout à fait. C'est vraiment un entraînement. On nous a appris depuis qu'on est petit à entraîner nos jambes, à entraîner nos bras. Mais il n'y a personne qui nous a appris à entraîner au-dessus des épaules et à avoir cette vigilance, cette observation et de revenir dans ses sens parce que il n'y a pas d'autre solution finalement si on veut couper son mental, revenir dans son présent, c'est revenir à ses sens, à une odeur, à un bruit. Parfois, les gens qui me disent « Non, mais moi je ne veux pas méditer », vous écoutez une belle symphonie et vous essayez de séparer les instruments, d'écouter les flûtes, d'écouter les bois, d'écouter, voilà, que sais-je. Ça, c'est déjà être dans son présent et se couper de son mental. Absolument. Donc la musique aussi fait partie de la thérapie, je dirais, ou du coaching. Est-ce que tu fais jouer de la musique pendant une séance ou pas ? Non, mais en webinaire, je les accueille toujours avec de la musique, elles le savent. Et une fois, j'avais pas eu le temps, et elles m'ont dit, et la musique. Voilà. La musique fait partie de l'homme, fait partie de l'être humain qui... c'est l'âme qui écoute. Quand on est dans la musique, c'est l'âme qui écoute et on se connecte à autre chose d'infiniment plus spirituel que le son qui est émis, parce que la musique va éveiller des émotions. Elle va réveiller des émotions. C'est pour ça que les gens sont tellement
fans et accros de la musique parce que c'est les émotions qui parlent finalement. Ce n'est pas juste le beau son, c'est pas juste ça. C'est ce qu'il y a derrière. C'est que c'est le cœur et les tripes, ils sont, ça fait vibrer. Ouais, ça fait littéralement vibrer. Les sons changent la personne grâce à la musique. Et j'ai moi quelques clients qui me demandent de mettre de la musique. Oui. J'en ai quelques-uns, je le fais. Et je leur fais choisir. Oui, c'est-à-dire qu'on choisit ensemble. C'est encore mieux. C'est-à-dire que je leur dis, est-ce que ça vous va? Puis des fois, j'en mets une, je fais, oh non, celle-là, déjà, moi, ça me va pas. Donc, voilà. Et si moi, ça me va pas, on en revient toujours au même. Moi, je me connais. Si ça me va pas, je vais pas être efficace, efficiente dans le travail. Tout à fait. Donc, ça fait partie de l'accompagnement. Oui. Les gens oublient ça. Ils oublient de le faire. Il y a aussi les phrases positives, les mantras qu'on doit se répéter. En fait, la méthode Coué, finalement. Il faut faire attention avec ça. Il y a eu quand même des soucis il y a quelques années en arrière de vouloir faire absolument dire à quelqu'un qui était en dépression, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Là, on est encore en train de déconnecter le cortex et puis donc là, ça refait encore un élastique qui claque. Et donc, le mantra a cette notion de répétition, d'action dans le temps, au présent et en positif. Donc, ça va être quelque chose du genre, chaque jour, je fais ceci de mieux en mieux pour mon plus grand bien. C'est pas juste je vais bien, en fait. Non, c'est sûr. Coué n'était pas ça. Il a été mal interprété en France, notamment. Mais c'était, je vais de mieux en mieux. En tout cas, c'est de lui que vient l'histoire. Mais c'est vrai que se dire et se répéter et y croire. Parce qu'il faut y croire. Oui, c'est ça. Si on n'est pas bien et qu'on dit « je suis bien » et qu'on n'y croit pas, ça ne servira à rien. Mais je peux passer 2h30 à créer un mantra avec quelqu'un. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire qu'on va partir d'un postulat. Alors voilà, ça c'est ta phrase de départ. À combien tu la mets sur 10 et le temps de trouver la phrase pour aller sur 10 et que la personne, il faut lui laisser ces temps de silence parce qu'elle réfléchit, elle se torture le cerveau, elle cherche le bon mot, la bonne expression pour monter à 10. Ça peut prendre 2h30, quoi. J'ai déjà été jusqu'à 2h30 à créer un mantra avec quelqu'un. C'est ça, c'est le changement de croyance. C'est ça. Changement de croyance interne. Ouais. Qui va en fait transformer, je dirais même convertir une phrase négative qu'elle se dit tout le temps en phrase positive. Et ça, oui, c'est vrai, ça prend du temps. Parce qu'il faut aussi le dire, on arrive à faire changer la croyance de quelqu'un. Oui. Croyance sur soi, croyance sur des choses, croyance sur plein de choses négatives qu'on se dit et qu'on croit que « Oh, moi je pense comme ça, oui, mais... » Je pense qu'on n'est jamais sûr de rien. Au final, il faut pouvoir chaque jour se demander est-ce que c'est juste, est-ce que c'est OK, et s'observer en permanence. Et je dirais pas remettre en doute toutes nos pensées, mais être un peu à l'affût de tout ça. Rien n'est jamais acquis, je pense. Non, mais il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience de qui on est et de ses valeurs, de ses points faibles et de ses points forts. Oui. Et quand on en prend conscience comme ça, alors on peut être heureux. Ah oui, tout à fait. On peut être heureux. Tout à fait. Mais c'est quand on ne s'estime pas, on ne se connaît pas. Je ne vais pas rentrer dans le schéma de la confiance en soi, mais c'est vrai que l'estime de soi et l'amour de soi, c'est sine qua non, quoi. C'est sine qua non. Quelqu'un qui ne s'aime pas, mais pourra difficilement aimer les autres et il ne pourra pas avancer dans la vie. Donc, en tout cas, moi, je commence par ça. Il faut commencer par vous aimer, par vous apprécier, arrêter de vous critiquer. C'est ça. Et commencer à évaluer toutes vos qualités, mettre en valeur tout ce que vous avez dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est aussi comme ça que tu procèdes. Ah oui, tout à fait. J'ai un schéma que je leur fais voir et voilà, il y a l'estime au milieu et tout autour. Ça, on va venir faire les valeurs, on va venir faire compétences et confiance en soi et les qualités, les axes d'amélioration, puisque tout le monde en a, bien sûr. Et donc voilà, ils savent déjà tout ce qu'on va travailler, les qualités. Tout à fait. En fait, on est dans la perception. Perception de soi, la perception des choses, des autres. Et malheureusement, les gens filtrent avec des lunettes gris ou noires et ils voient la vie en gris et noir. Ouais, c'est un choix. Je ne sais pas si c'est un choix. Si on en prend conscience. Après, on peut changer. Voilà, c'est ça. C'est d'abord d'en prendre conscience. Parce qu'il faut prendre conscience de ça. Ensuite, on peut
ce que j'appelle, moi, faire le recadrage, quoi. Oui, c'est ça. Il faut recadrer ses lunettes, il faut recadrer son cadre et se dire, mais qu'est-ce que je peux tirer de positif de cette situation de vie que je vis mal en ce moment, ou tout le temps, d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de dépressifs. Oui, énormément, bien sûr. Dans ce que tu fais. Ça remplace les psys, quelque part. Bah oui, je voulais psy à 15 ans. On m'avait dit que j'étais trop nulle en maths. Mais bon, j'y suis arrivée quand même. Mais c'est fait d'une manière différente. Mais on travaille vraiment sur le passage à l'action. Hein. C'est ça, exactement. On est vraiment dans du concret en coaching. Tout à fait. Ben, bien sûr. Ben, c'est ça la beauté de cette méthode, c'est que il faut passer à l'action sinon ça sert à rien. Pour changer. J'ai vu récemment je sais pas si c'est un proverbe, mais qui disait pour se donner un coup de pied au derrière, il faut d'abord lever le pied. Voilà. Ben oui, c'est la première chose à faire. Lève le pied déjà. Lève le pied et puis tu peux avancer et faire un pas vers l'avant, de l'avant. Et donc Sylvie, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Est-ce que tu as un site web à leur proposer si les gens veulent te rencontrer? Le site web, c'est www.jesuispositive.com et sinon en tapant Sylvie Bulot, la coach positive, sur YouTube, sur Facebook et sur Insta, je crois, mais je suis pas très souvent par contre sur Insta. Très bien, donc jesuispositive.com, c'est ton site web. Magnifique, donc j'invite tout le monde à se connecter à toi pour te voir ou en tout cas prendre rendez-vous avec toi. Et je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette émission. C'est moi qui te remercie. Et je vous rappelle que notre émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Vous pouvez me retrouver sur Doctolib, sur YouTube également et Facebook. Et je remercie Philippe à la technique pour cette belle émission. Merci beaucoup Philippe. Merci Philippe. Et à très bientôt.